Nous avons vu que pour tout acte de poursuite, il fallait passer par un tronc commun. Passé ce tronc commun, on fait de nouveau une réquisition de continuer la poursuite pour aller soit en saisie, soit en faillite, soit en réalisation de gage. Voyons la saisie. L'office de poursuite va adresser un avis de saisie au débiteur. Le débiteur est averti que quelqu'un, un huissier, va venir et dresser un procès-verbal pour savoir qu'est-ce que l'on peut vendre pour pouvoir désintéresser, c'est-à-dire euh, euh, rembourser les créanciers. Il est obligé d'être là. On peut même appeler la police si le créancier refuse d'être présent. Le débiteur est tenu d'indiquer tous ses biens et créances s'il a tout intérêt, car il peut aussi dire qu'il a beaucoup de dettes et qu'il y a des choses qui ne sont pas saisissables. Le débiteur ne peut ni vendre, ni donner ou remettre en gage les biens saisis. Il est limité dans sa liberté de propriétaire. Il ne peut plus disposer librement de ses biens. Il y a des biens, au moment du procès verbal, qui ne sont pas saisissables. Par exemple, les objets qui sont utiles à la vie de tous les jours, par exemple le lit ou le frigo. Il y a aussi les biens qui sont utiles pour l'exercice de la philosophie, des biens religieux et également pour les animaux de compagnie. Mais, il y a un mais. Par exemple, pour les animaux de compagnie, si c'est un cas d'élevage, si l'animal est là à titre d'élevage, il est saisissable. Si les biens spirituels ou religieux ont une valeur très importante, ils sont également saisissables et on va remplacer par le même contenu, mais avec une valeur moindre. Ici, vous voyez un cheval qui n'est pas manifestement un cheval de compagnie, mais plutôt un bien important au niveau financier, puisque bien, celui-là, il vaut à peu près un demi-million. Si vous avez envie de dormir dans un lit de luxe, eh bien, on va vous remplacer ça par un autre lit. Bref, l'idée est qu'on ne peut pas placer de l'argent dans ces biens insaisissables. Si ces biens insaisissables sont d'une valeur importante, on va vous les remplacer. S'il n'y a rien à vendre dans le procès verbal, on va mettre que c'est un acte de défaut de bien. Ce qui vaut, par exemple, c'est une reconnaissance de dette. On peut aussi saisir le salaire. Pas tout le salaire. On va se limiter au minimum vital. Attention, le minimum vital, c'est vraiment pas beaucoup. Voyons, une base mensuelle pour un débiteur vivant, tout seul, 1200 francs. Il faut tout payer avec. Pour un monoparental, on augmente un petit peu. Pour un couple marié, on augmente un petit peu. Et puis après, on ajoute un petit peu s'il y a des enfants. Ou s'il y a des enfants de plus de 10 ans. Enfin, il ne faut pas trop compter dessus. On va rajouter aussi les intérêts hypothécaires, l'assurance maladie, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Attention, si vous êtes au chômage, il n'y a plus de dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les pensions alimentaires, si elles sont effectivement payées, idem pour les frais de formation des enfants. Les impôts ne sont pas pris en compte. Ce qui est un gros problème, puisqu'il y a des personnes qui ont, par exemple, 500 francs, 600 francs par mois d'impôts, et ils ne peuvent plus les payer, ou alors ils doivent rogner sur leur minimum vital pour pouvoir payer les impôts. Voici ce que vous avez dans votre support de cours, c'est ce que l'on a expliqué jusqu'à maintenant. Une fois qu'on a fait ce procès-verbal de tout ce qui pouvait être saisi, ce qui pouvait être vendu, eh bien on va passer à la vente aux enchères. On va réaliser, c'est-à-dire vendre les biens qui ont été saisis. Ici, le débiteur a la possibilité de demander un sursis,
mais pour ça, il doit déjà payer un acompte et ensuite, l'office des poursuites peut lui accorder la possibilité de régler la créance moyennant un arrangement par mensualité, maximum en 1 année. On voit que la plupart du temps, ce n'est pas faisable. S'il n'y a pas de sursis, la vente des biens est fixée, on vend. Et, ma foi, les créanciers espèrent obtenir remboursement de leurs créances. L'office des poursuites prélève d'abord les frais de procédure avant de désintéresser, c'est-à-dire de rembourser les créanciers. S'il n'y a pas assez, on leur délivre un acte de défaut de bien, ADB, qui est donné aux créanciers donc. Cet acte de défaut de bien, c'est une reconnaissance de dette et qui se prescrit, c'est-à-dire qui vit, qui continue jusqu'à 20 ans. Il n'y a pas d'intérêt, on ne va pas continuer à mettre le débiteur dans une situation problématique, on arrête l'augmentation des intérêts. Il y a aussi quelques raccourcis pour le créancier. Il n'y a pas besoin de requérir la continuation de la poursuite, par exemple. On peut aussi requérir un séquestre. Si on découvre que le débiteur avait un bien, on ne le savait pas, eh bien on va mettre un séquestre pour pouvoir bloquer tout ça. Ceci, nous le verrons en cours. La faillite, c'est un petit peu la même chose, mais pour des personnes qu'on appelle les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés commerciales. La faillite, c'est une liquidation totale du patrimoine du débiteur. Ça veut dire que, au moment où il y a le prononcé de faillite, la société n'existe plus. On ne peut même plus espérer qu'elle arrive à meilleure fortune. C'est fini, elle est morte. Après la réquisition de continuer la poursuite, eh bien, on adresse une commination de faillite. C'est un mot de vocabulaire qu'il faut connaître. Et ensuite, il y a une sommation de payer, délai 20 jours. Si ça ne va pas, le juge va prononcer la faillite. Il y a une possibilité de concordat. Les créanciers ont tout intérêt à trouver un concordat. Parce que, encore une fois, dès le moment où la faillite est prononcée, la personne morale est morte. On ne peut plus rien faire. Donc ils ont tout intérêt à essayer de gratter quelque chose avant la mort de cette personne morale. L'OP procède à l'inventaire des biens et ensuite on va regarder qu'est-ce que l'on peut vendre et comment est-ce que l'on procède. Eh bien ça va dépendre. Si c'est facile, on va de manière sommaire, facile, cas simple. Ou alors, si c'est un petit peu plus compliqué, on va respecter toutes les étapes. Toutes les étapes, ça veut dire que c'est la procédure ordinaire. On ne va pas faire l'économie d'une partie de la procédure. Mais il y a aussi le cas le plus grave, où l'on voit que, ma foi, il n'y a pratiquement rien à vendre. Et il n'y a pratiquement rien pour pouvoir payer même les frais de procédure. Donc il y a suspension pour défaut d'actifs. Il n'y a rien. Voici ce que vous avez sur votre support de cours, le tableau, avec liquidation sommaire, cas simple, la plupart des cas, liquidation ordinaire quand c'est un peu plus compliqué, ou suspension quand il n'y a plus rien à vendre et qu'on arrête tout parce qu'il n'y a même plus de quoi payer la procédure. La réalisation de gage, c'est la procédure la plus simple en fait, puisque l'objet avait déjà été mis en gage, que ce soit un bien mobilier ou un bien immobilier, on sait qu'il existe puisqu'il a été mis en gage. Donc, on n'a pas de souci à se faire de ce point de vue-là. Et le délai est différent aussi. Quand il y a un commandement de payer, quand il s'agit d'un bien mobilier, on a 1 mois et non pas 20 jours. Quand il s'agit d'un bien immobilier, on a 6 mois et non pas 20 jours. Évidemment, 6 mois, parce qu'un bien immobilier, ça peut être une villa. Alors si vous avez un demi-million à payer, eh bien, on va vous accorder un peu plus de temps.
Si le débiteur n'arrive pas à payer, on va réaliser le gage, c'est-à-dire qu'on va vendre le gage pour pouvoir désintéresser le créancier, c'est-à-dire on va lui donner son dû, on va le rembourser. Le débiteur peut effectivement faire opposition, le créancier peut requérir la main levée, on a déjà vu ça. Et puis après, si le créancier gagne, le gage sera réalisé, les frais payés et le créancier désintéressé. Ça, c'est quelque chose qui nous est maintenant connu. S'il n'y a pas assez, on ne parle pas d'ADB, d'ADB, mais on parle de certificat d'insuffisance de gage. C'est une autre manière de dire qu'il n'y a pas assez pour désintéresser, c'est-à-dire rembourser les créanciers. Voici ce que vous avez sur votre support de cours, toujours un petit peu la même chose. Et vous voyez que c'est assez similaire à la saisie ou à la faillite avec quelques différences. On a quelques cas particuliers. Séquestre, révocation, faillite personnelle. Voyons cela. Le séquestre, on bloque quelque chose. On peut demander au juge de faire une ordonnance de séquestre quand on a appris que le débiteur avait un bien, mais qu'il ne l'a pas mentionné. On va le séquestrer. Révocation. Révocation, le débiteur a cru être un petit peu malin. Il a donné ou vendu à un prix dérisoire à quelqu'un un bien pour pouvoir échapper à la saisie. Eh bien, on peut révoquer, c'est-à-dire casser ce contrat pour pouvoir récupérer le bien. La faillite personnelle. La faillite personnelle, voilà, quand on est dans un cas de surendettement, il y a cette procédure de faillite personnelle. Attention, ce n'est pas simple. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement personnel et même financier, puisqu'on doit apporter à peu près 2000 francs pour pouvoir commencer cette procédure de faillite personnelle. Mais une fois qu'on est motivé, que vraiment on a le courage d'aller dans cette faillite personnelle, c'est une procédure qui nous permet de revenir à une situation où on n'est plus surendetté. Radiation. Une fois qu'on a tout payé, eh bien on est quand même encore inscrit à l'office des poursuites pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, le débiteur doit demander au créancier que lui demande à l'OP de radier la poursuite. Et c'est extrêmement important parce que dès le moment où on est inscrit à l'office des poursuites, eh bien, on peut avoir des problèmes pour pouvoir louer un appartement, pour pouvoir prendre un travail, pour pouvoir acheter une voiture, par exemple, en leasing. C'est extrêmement important. Et c'est tout pour aujourd'hui.